sur la page de l'association AEDIUM qui se trouve à Saint-Cyprien dans le 66. Bonsoir Mhm. à tous, bonsoir à toutes et bonsoir Laure. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est un vrai plaisir de recevoir un futur médecin qui s'intéresse aux médecines parallèles, c'est pas médecine parallèle, mais aux médecines Oui, bien complémentaires. sûr. Voilà. Donc, voilà, je voulais vraiment vous inviter pour que vous puissiez nous parler de votre parcours dans un premier temps et après de ce Ok. qui vous fait vraiment vibrer, si c'est la naturopathie, les huiles essentielles, les fleurs de bac, enfin voilà, ce qui vous fait vraiment vibrer, oui, c'est ça, la vibration est présente. Ok. D'accord. Bah, d'abord, un grand merci d'avoir pensé à moi. Un grand merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de passer un petit moment avec vous et de pouvoir répondre un peu à vos questions et on peut me parler un peu plus autour des fleurs de bac, de la naturo, de la médecine et surtout montrer que tout ça peut travailler ensemble. C'est surtout ça, voilà, je pense le maître mot, c'est démontrer que tout peut travailler ensemble et qu'il n'y a pas une approche à privilégier vraiment par rapport à une autre. On peut tous travailler main dans la main, ça se passe très bien. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça se passe très bien. Donc, Laure, quel est votre parcours? Alors, moi, j'ai fait des études en naturopathie. Je me suis formée au Collège des médecines douces du Québec. Et en parallèle, comme je voulais approfondir un peu mes connaissances pour m'apporter comme une petite spécialité supplémentaire, j'ai suivi des formations plus poussées en phytothérapie et en aromathérapie. Parce que j'étais très intéressée par le monde des plantes, les huiles essentielles, la phyto, etc. Donc, je voulais avoir cette petite spécialité en plus. Mais rapidement, en fait, au cours de mes études en naturopathie, je me suis aperçue que le projet que je souhaitais mener, c'est-à-dire pouvoir proposer une prise en charge très globale en fait à mes patients, nécessitait d'acquérir les compétences d'un médecin, d'un docteur en complément. Donc, je me suis inscrite à la fac de médecine en parallèle de la fin de mes études en naturo et puis j'ai fait tout le cursus classique, j'ai passé le concours de l'internat et je me suis spécialisée en anesthésie réanimation. Donc, pour être anesthésiste réanimateur, là, il me reste un peu moins d'un an avant de finir. L'idée étant de pouvoir avoir en gros tout un panel de connaissances qui me permettait de pouvoir proposer une prise en charge très globale à tous mes patients, mais aussi aux gens que je rencontre en consultation, dans les articles que j'écris, etc. Voilà, c'était vraiment pouvoir démontrer que tout le monde peut travailler main dans la main, que ce soit avec la phyto, mais aussi avec la médecine allopathique traditionnelle et qu'il n'y a pas un côté qui vaut plus que l'autre, entre guillemets. On peut travailler main dans la main. C'est ça. Du coup, en réanimation, comment ça peut s'appliquer justement Alors, toutes c'est la ces... difficulté. En France, Oui, c'est pas quelque chose. Enfin, la phyto, la naturo, tout ça commence à arriver. En réanimation, pour l'instant, c'est difficile. Il y a certains services de réanimation en France avec des projets, notamment autour du personnel infirmier, qui ont mis en place, par exemple, des diffusions d'huiles essentielles, etc. Voilà, c'est en train de se mettre en place petit à petit, mais ça reste encore des secteurs où il est difficile de faire rentrer les médecines entre guillemets alternatives ou complémentaires, hein, suivant comment on les appelle. Par contre, vous avez d'autres secteurs où toutes ces approches-là sont rentrées beaucoup plus facilement. Alors, je pense par exemple à l'oncologie, donc tout ce qui est la cancérologie. Pour l'accompagnement des patients, vous avez aussi les soins palliatifs, hein, c'est-à-dire les gens qui sont dans des phases de traitement où on les accompagne. Il y a beaucoup de soins d'aromas, de phyto, des techniques manuelles avec les massages, etc. Tout ça, c'est proposé aux patients, de la gestion de l'anxiété, etc. Et aux familles aussi, hein, c'est important. Et puis, vous avez aussi d'autres secteurs, par exemple, comme l'obstétrique, tout ce qui tourne autour de la femme enceinte avec des centres qui ont intégré les fleurs de bac, par exemple, hein, d'autres centres qui avaient intégré ou qui ont intégré l'homéopathie, etc. Voilà, ça, petit à petit, on y vient. Et je pense qu'on y vient de plus en plus parce que les médecins sont entre guillemets un peu obligés de s'y mettre parce que c'est une demande des patients aussi d'avoir un peu cette approche un peu globale en fait. oui, tout à fait, oui. C'est par les infirmières que ça arrive ou il y a quand même des médecins qui aussi sont porteurs des projets? Alors, il y a des médecins qui sont porteurs de projets, notamment des médecins généralistes hein, qui se forment de plus en plus à la nutrition, qui se forment de plus en plus à la phyto et qui l'intègrent dans leur pratique
en médecine générale. Pour ce qui est des médecins spécialistes, il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà, il y a quelques médecins qui s'y mettent, des gastro-entérologues par exemple, des urologues qui travaillent avec la phytothérapie, mais bon, ça reste. Alors peut-être que le mot confidentiel est un peu fort, mais tout de même, ça reste encore assez rare les médecins spécialistes qui s'intéressent vraiment. Bon, la petite anecdote un peu rigolote, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de médecins qui prescrivent sans le savoir des traitements de phytothérapie alors qu'ils n'ont jamais eu de formation. Hein. Je parlais de l'urologie, par exemple, dans l'hypertrophie de la prostate, vous avez des médicaments qui sont délivrés par des laboratoires, qui sont prescrits par des urologues et qui sont à base de plantes. Voilà, donc c'est amusant parce qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'ils prescrivent des médicaments à base de plantes, mais ça existe dans la pharmacopée. Donc, mais on va y venir petit à petit. Je pense que c'est une telle demande des patients aussi qu'il va bien falloir que les gens se forment, apprennent, ou alors qu'il y ait d'autres médecins qui se forment et que ceux qui ne souhaitent pas le faire puissent renvoyer à des collègues pour une prise en charge un peu collégiale en fait. Tout à fait. Les fleurs de bac. Pourquoi les fleurs de bac? Alors, les fleurs de bac, je les ai découvertes quand j'ai fait mes études en naturopathie. Donc, c'est dans ce contexte-là que je les ai découvertes, que je me suis formée, etc. Et c'est une approche qui m'a beaucoup interpellée parce que parmi tout ce qu'on apprend quand on se forme en naturopathie, quelles que soient finalement les écoles, les formations, globalement, c'était une des rares approches qui se centre vraiment sur l'équilibre psycho-émotionnel. En fait, on est vraiment centré sur les émotions, sur la psychologie, le sentiment de bien-être, etc. Et même si on intègre les pathologies, on va dire organiques, c'est-à-dire les maladies, etc., finalement, on s'en affranchit quand même un peu et puis on reste très centré sur la sphère psycho-émotionnelle. Et c'est quelque chose que je trouvais très intéressant parce que c'est quelque chose qui est finalement complètement oublié, voire presque occulté par les autres approches. On parle rarement du bien-être, des émotions, de la psychologie, etc. Dans les autres approches, on va par exemple penser aux huiles essentielles pour telle ou telle maladie, aux plantes pour telle ou telle maladie, tel traitement, etc. Les médicaments de la même façon. Mais on en oublie un peu la composante psychique qui accompagne finalement toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Et je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai vraiment creusé le sujet, je me suis formée, etc. Et puis je me suis dit que ça valait le coup quand même d'écrire un ouvrage parce que je pense que comme tout le monde, on se forme et puis quand on se forme, on achète des livres. Et c'est vrai que dans tous les ouvrages qui étaient proposés sur les fleurs de bac, il y a des ouvrages de très grande qualité écrits par des auteurs vraiment avec une grande expérience. Mais à chaque fois, je trouve que ça manquait un peu l'aspect manuel scolaire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour se former. Tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir accéder à une formation. Moi, j'ai pu faire les formations que je souhaitais, mais c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est des formations, il faut reconnaître, dans les médecines complémentaires, les formations en naturo, en aromathérapie, elles sont quand même assez onéreuses. Et les livres restent quand même un moyen d'accès assez facile à un coût raisonnable pour pouvoir se former. Donc, j'ai choisi d'écrire sur les fleurs de bac et puis surtout de rédiger un ouvrage qui permettait, soit on les connaît déjà et ça permet d'approfondir ses connaissances, soit on ne les connaît pas et en fait, on a un peu toutes les cartes en main pour pouvoir au moins acquérir les bases et commencer la pratique pour soi-même ou un peu pour les autres avec cet ouvrage-là. Voilà. Et puis de travailler vraiment sur la composante émotionnelle, accompagner les gens. C'était quelque chose qui est important pour moi parce que je trouve que c'est souvent oublié. Et on a quelqu'un qui souffre d'une maladie X ou Y, par exemple une maladie chronique, on peut soigner une hypertension artérielle, on peut soigner une maladie de Crohn, mais bon, il y a la maladie organique, mais il y a forcément un retentissement sur la façon dont la personne se sent, son bien-être, les émotions qu'elle vit, les peurs, les craintes, etc. Et les fleurs de bac ont le mérite de pouvoir travailler sur cette composante-là. Donc c'est ça que je trouve intéressant. On peut voir la couverture du livre, vous l'avez par là ou pas? Oui, je l'ai là. Voilà. Voilà. Hop. Donc, on peut le retrouver partout, le livre? Partout, il a été publié en octobre 2019 aux éditions Très Daniel. Donc, il est disponible sur les grandes plateformes de vente en France, à l'étranger. Il est disponible au Québec, en Suisse, en Belgique. Et après, dans toutes les librairies, soit il est disponible, soit il peut être recommandé très facilement si jamais il est plus disponible en librairie. Mais oui, et sinon Amazon, la Fnac, etc., on commande sur Internet. Il est disponible en format papier, comme je vous l'ai montré, et il est disponible aussi en format électronique téléchargeable. D'accord, c'est chouette. Du coup,
Est-ce que quand on est médecin, on arrive à faire plus de parallèles ou plus de ponts par rapport à tout ce qui a déjà été écrit? Ou on en fait encore un peu plus? Alors, je pense quand on est médecin, on a une approche un peu, peut-être, quand on a la double casquette, en tout cas, on a une approche un peu plus globale. Et moi, par exemple, j'ai piqué des trucs de ma formation de médecine, hein, pour apprendre comment on s'occupe, comment on gère telle ou telle pathologie. On fait ce qu'on appelle des cas cliniques, donc c'est des cas pratiques, hein. On prend un patient fictif, Madame Dupont qui a tel âge, qui vient vous voir pour tel problème, etc. Où elle présente tel symptôme, puis on vous fait raisonner autour de ça pour essayer de trouver le diagnostic, savoir ce que vous faites comme examen, puis surtout la prise en charge que vous proposez. Et en fait, je trouvais que ça, c'était très intéressant parce que ça a un côté très didactique et très ludique. Et donc, ça a été jamais été fait pour les fleurs de bac ou dans la plupart des livres, il n'y a pas de cas pratique comme ça, hein, même en phyto, en naturo, on en trouve un peu, mais c'est quand même assez rare. Et donc, c'est vrai que ça, je l'ai piqué à la fac de médecine, entre guillemets, à ma formation de médecin. Et j'ai fait justement dans le livre il y a toute la partie théorique, entre guillemets, mais il y a aussi cette partie pratique avec plein de petits cas cliniques où j'ai pris des patients, je donne leur prénom, leur âge, un petit peu la situation qu'ils vivent en ce moment, ce qu'ils ressentent, etc. Et puis ensuite, j'explique les fleurs qui peuvent être choisies, je les cite et je justifie pourquoi telle ou telle fleur, un peu sur le mode en fait de ce qu'on fait en médecine, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté un peu peut-être qui facilite un peu l'apprentissage et la mise en pratique pour sortir un peu de ce côté théorie qu'on a un peu trop souvent dans la plupart des ouvrages, mais ça c'est en général, hein, c'est pas que sur les fleurs de bac. Ça, c'est vrai, oui. Les cas pratiques, des fois, ça manque. Oui, voilà. C'est le Et puis, plus, c'est le plus parlant, en fait, pour les gens, les cas pratiques. exactement, ça permet des fois de mieux comprendre les choses en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que le côté cas pratique, je l'ai un peu piqué à mon cursus de médecine parce que je trouvais ça chouette pour pouvoir mieux retenir et mieux comprendre les choses. Mm, mm. Les fleurs de bac, c'est que l'émotionnel, alors. Alors, les fleurs de bac, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour prendre un exemple simple, il n'y a pas une fleur pour l'arthrose, il n'y a pas une fleur pour le cancer, voilà. C'est vraiment une approche qui va travailler sur la composante émotionnelle. Alors après, quand on a telle ou telle pathologie, évidemment, comme je le disais, hein, il y a forcément un retentissement. Par exemple, quand une personne a un diagnostic de cancer, elle peut réagir de façon différente. Il y en a qui vont être dans une détresse très profonde, d'autres qui vont être dans la colère, le déni, etc. Et c'est là que les fleurs de bac vont pouvoir travailler en accompagnement sur la sphère en fait émotionnelle. Donc il faut vraiment le voir comme une thérapie complémentaire qui vient en plus du reste de la prise en charge. En fait, ça se substitue pas évidemment au traitement contre le cancer, ça se substitue pas à l'approche nutritionnelle qui est fondamentale, à la phyto qui peut aider, les huiles végétales par exemple pour préparer la peau à la radiothérapie, etc. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de complémentaire mais qui va travailler sur la sphère émotionnelle qui est un peu trop souvent oubliée. Justement là, ça permet de la remettre un peu au devant de la scène ou au moins à l'équilibre avec les autres en fait. Oui, tout à fait, oui. Du coup, vous arrivez à bien allier fleurs de bac, phytothérapie et huile essentielle dans votre pratique. Oui, alors ça, il n'y a aucune interaction entre les fleurs de bac et les autres approches. Même au niveau des médicaments, quand je dis médicaments, donc médicaments allopathiques, hein, c'est-à-dire les traitements prescrits par les médecins, il n'y a aucune interaction. Finalement, les contre-indications dans les fleurs de bac, elles sont quasi inexistantes. Bon, il y en a deux principales, on va dire l'allergie, même si à ma connaissance de toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai jamais retrouvé de cas d'allergie à un produit de fleurs de bac. Mais bon, c'est un risque qui est théorique, qui existe, comme à chaque fois qu'on achète un complément alimentaire, qu'on s'expose à une substance, il y a toujours un risque allergique. Et l'autre problème des fleurs de bac, c'est que la plupart des laboratoires proposent la formule décrite par bac, il y a un petit peu d'alcool dedans. Alors même si ce qu'on absorbe, c'est en dose extrêmement faible, hein, puisque là, on est sur des quantités de quelques gouttes, mais bon, il y a quand même de l'alcool dedans, donc ça peut poser un problème. Par exemple, quelqu'un qui a un antécédent d'alcoolisme et qui a arrêté de boire
normalement, il est censé ne plus boire une seule goutte d'alcool sous quelque forme que ce soit. Donc, pour ça, il y a quand même des laboratoires qui ont développé des formules un petit peu galéniques différentes. Donc, soit c'est des formes liquides comme on les trouve classiquement, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Ils ont remplacé de l'alcool, par exemple, par de la glycérine végétale. Vous avez aussi des laboratoires qui ont proposé d'autres galéniques comme des petites granules, vous savez, comme les granules homéopathiques. Là, donc, c'est des granules de sucre qui ont été imbibées en fait de la solution, mais il n'y a plus d'alcool. Voilà, donc il y a quand même des alternatives pour les personnes qui souhaiteraient vraiment zéro goutte d'alcool ou voilà, antécédent d'alcoolisme, la femme enceinte, l'allaitement, l'enfant. Bon, en théorie, comme je l'ai dit, la quantité ingérée est tellement infime qu'on pourrait considérer qu'elle est négligeable. Mais pour les personnes qui veulent vraiment ne prendre aucun risque et ne vraiment ingérer aucune petite goutte d'alcool, il y a des possibilités alternatives développées par des laboratoires. Ça se développe de plus en plus, hein, je crois, en plus. Oui, Ouais. oui, On les trouve oui, plus il y a facilement. exactement, on les trouve plus facilement, on les trouve. C'est vrai aussi que les petits flacons compte-gouttes, bon, c'est des flacons, on les a dans son sac. Parfois, bon, il faut quand même un verre d'eau, même si on peut les prendre directement. Mais bon, alors c'est vrai que les petites granules, il y a des petites perles aussi où la préparation est directement mise dedans. Il suffit de l'avaler, etc. Ils font le côté aussi un peu pratique pour s'adapter un peu aussi au mode de vie des gens, ce qui est normal, hein. Oui, c'est la continuité des choses. Exactement, exactement. D'autant qu'Édouard Bach, dans ses écrits, quand on les lit, il n'est pas écrit quelque part que l'alcool est nécessaire pour les faits. C'est plutôt un conservateur, en fait. Donc, D'accord. vraisemblablement, enfin, l'alcool joue le rôle de conservateur, mais n'a pas d'intérêt, si je puis dire, d'un point de vue thérapeutique. Donc, c'est pour ça qu'a priori, les formules sans alcool sont tout à fait adaptées aussi, hein. D'accord. Ouais, bon, c'est bon à savoir ça. Parce que- Ouais, ouais, on le dit pas très souvent, Non, mais donc des oui. fois on hésite. Mais oui, là, vraiment, a priori, c'est simplement un conservateur, hein, donc il n'y a pas de raison que les autres formules ne soient pas adaptées, hein. D'accord, tout à fait. Les fleurs de bac à conseiller pour l'été, du coup, alors. Alors, On vous pour a- l'été, Voilà, comme on vous a sous la main, c'est facile de vous demander. alors, bon, moi je pense déjà il faut un peu réfléchir sur cette période qu'on vient de traverser. Là, C'est on ça. commence un été un petit peu particulier parce qu'on a tous subi le confinement de façon plus ou moins difficile parce que moi j'ai eu la grande chance d'être dans une région où finalement on a été relativement peu touchés, mais il y a des gens qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Donc effectivement, comment mieux vivre un peu cette période post-confinement, ce déconfinement et puis essayer d'apprécier un peu l'été, etc. Il y a quelques fleurs qu'on va retrouver en sachant que à chaque fois, normalement, dans les fleurs de bac, on s'adapte à chaque personne. Donc, je vais vous donner des grands tableaux floraux, des grandes fleurs qu'on peut, entre guillemets, associer, mais ensuite, propre à chacun en fonction de sa propre sensibilité, personnalité, la façon dont il ressent les choses, de les adapter. Donc, à mon sens, une des fleurs majeures là, de cette période un peu post-confinement, déconfinement, c'est Walnut. C'est la fleur du changement, en fait, la fleur de l'adaptation. On va la retrouver dans toutes ces périodes de notre vie, en fait, où on vit, voilà, soit des grands événements, soit des périodes de changement, des périodes de transition, où il y a des modifications dans notre vie qui sont pas toujours faciles à vivre, où on aurait peut-être tendance à un peu perdre pied ou avoir du mal à garder le cap. Et c'est vraiment la fleur qui va nous apporter une certaine forme de constance, qui va nous permettre de garder le cap, de s'adapter, etc. Avec d'un côté une certaine souplesse, mais sans s'y perdre, si je puis dire. Donc je pense que c'est vraiment là toute cette période qui a été difficile, où tout a été chamboulé. Et là maintenant, on retrouve une vie qu'on a l'impression qu'elle est normale, mais pas tout à fait, etc. C'est vraiment cette fleur-là. Ensuite, les autres fleurs qu'on va retrouver très souvent, c'est les fleurs qui persistent quand même pour la peur, parce que finalement, on est resté un peu chez soi, un peu donc protégé entre guillemets pendant plusieurs semaines. Et puis là, on retrouve la vie un peu plus normale. On sort, c'est agréable. Mais on a quand même une forme de pression sanitaire autour de nous aussi qui fait qu'on a toujours la crainte du virus. On voit qu'il y a encore quelques cas ou certaines régions où les cas réaugmentent, etc. Donc, c'est vrai que
on va se tourner vers des fleurs qui est dédiée à la peur. Et quand c'est des peurs qui sont très définies, comme ça, la peur d'attraper le virus, la peur de tomber malade, ça va être la fleur qui s'appelle Nimulus, voilà, qui est très intéressante pour justement essayer de contrer un peu nos peurs, de retrouver une certaine forme de sérénité. Si jamais on est toujours dans une phase un peu de peur, mais on la définit pas trop, finalement, on se sent comme un peu une forme d'angoisse ou des peurs qui arrivent sans qu'on puisse vraiment dire j'ai peur d'attraper le virus, j'ai peur de retomber malade. Enfin, voilà, juste comme une sorte un peu, vous savez, d'anxiété latente qui persiste, mais qu'on n'est pas forcément capable de définir. Là, par contre, on va se tourner vers Aspen, qui est donc une des fleurs qui est plutôt justement pour cette angoisse un peu latente, ces peurs qu'on ne peut pas vraiment définir, etc. Et qui, elle aussi, va permettre d'apporter une certaine forme de sérénité, de calme intérieur, etc. Et surtout d'apaisement aussi pour que les peurs se dissipent en fait. Voilà, tant qu'on est dans les peurs, on peut aussi avoir certaines personnes qui vont vraiment s'inquiéter pour les autres. C'était déjà le cas quand, par exemple, pour le personnel soignant, moi, je vois mes parents, mais dans les collègues, etc., quand on a du monde qui travaille à l'hôpital, dans les cliniques, tout le monde était très inquiet pour les autres, pour les proches. Et donc, quand on est vraiment dans l'inquiétude, les peurs qui deviennent presque excessives parce que ça nous angoisse au quotidien, là, ce sera la fleur qui s'appelle Red Chestnut, c'est le marronnier rouge. Alors, tous les noms, je vous les donne en anglais parce qu'en fait, c'est la tradition, hein, les fleurs de bac, quel que soit l'endroit où vous les achetez, le laboratoire vers lequel vous vous tournez, on a gardé les dénominations anglaises. Donc, c'est celles que vous allez retrouver sur les flacons. Et bon, le nom français est écrit, mais très souvent en très petit, c'est vraiment le nom anglais qui a persisté. Voilà, ça, c'est les fleurs un peu principales pour cette situation un peu post-confinement et essayer de retrouver une sorte un peu de sérénité, d'apaisement, de calme intérieur pour pouvoir passer un été un peu plus serein en fait. Un peu plus tranquille, oui. Oui, voilà, exactement. Du coup, vous faites des consultations en fleurs de bac ou vous n'avez pas le temps en ce moment? Alors, en ce moment, parce que j'ai passé ma thèse en début d'année, le Oui. mémoire au mois de mars, etc. Donc là, je fais des consultations pour les amis, les copains, les copines. Mais là, pour l'instant, j'ai cessé l'activité de consultation, entre guillemets, officielle, en cabinet, etc. Comme je suis sur la fin de mon internat, là, je fais un peu comme ça, mais j'ai plus d'activité là depuis quelques mois officielle avec entre guillemets le cabinet, recevoir les personnes, etc. Je me suis laissée là, avec la thèse, c'était difficile de tout combiner en fait. Ah oui, ça se comprend, hein, ça se comprend totalement. Voilà. Pour après faire un bon porte-parole auprès des médecins, des médecines alternatives et des systèmes du système naturel avec les fleurs de Ouais. bac, les huiles essentielles et tout. Oui, je pense que c'est nécessaire de n'avoir Oui, qu'un seul but à un moment. c'est ça. Oui, il fallait assurer les arrières, voilà, passer la thèse, le mémoire, etc. Et puis pour pouvoir ensuite retrouver une certaine forme de liberté, quoi. C'est ça, oui. Et du coup, vous êtes arrivé à facilement en parler quand vous êtes arrivé en internat de tout ça ou... Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu attendu d'abord faire mes preuves en tant qu'interne en anesthésie-réanimation, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, un peu prouver que je faisais pas n'importe quoi et que j'étais une bonne interne, que je pratiquais bien l'anesthésie et la réanimation. Et une fois que j'ai fait un peu mes preuves auprès de mes collègues, des chefs, etc., oui, là, j'ai commencé à être plus libre, à pouvoir expliquer que j'écrivais des articles en nutrition, que j'avais fait une formation en naturopathie, que je travaillais avec les plantes, etc. Et voilà. Et bon, ça a été, je dois reconnaître que ça a été très bien accueilli. J'ai pas eu de critiques négatives, etc. Après, pour être tout à fait honnête, est-ce que si je l'avais dit dès le départ, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit a priori où on aurait dit elle s'éparpille un peu, ça n'a rien à faire avec la médecine ni avec l'anesthésie-réanimation, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'avoue avoir préféré assurer mes arrières au début, faire un peu mes preuves, et puis ensuite, une fois que j'ai l'impression d'avoir eu montré que j'étais quelqu'un de valable dans ma spécialité et en tout cas une bonne interne qui apprenait, qui mettait les choses en pratique comme il faut, etc. Ben là, de pouvoir être plus libre et de pouvoir en parler vraiment librement. Et finalement, l'accueil a été bon. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me pose un problème au quotidien dans ma pratique, que ce soit avec mes collègues, avec donc mes chefs, hein, mes formateurs, etc. Ça pose pas de problème.
Et il y a des fois des questions comme ça insidieuses là, en disant: «Tiens, qu'est-ce que tu ferais toi avec tes trucs?» par exemple, des petites questions comme ça? Exactement, oui. Bah, en fait, c'est très amusant parce qu'après, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est vrai que des fois, en plus, on travaille, enfin, on est très nombreux dans le milieu de l'anesthésie, de la réanimation. Donc, on tourne beaucoup. Il y a les infirmiers spécialisés. Au bloc, on est très nombreux aussi, les infirmiers, les aides-soignants, les penseurs, etc. Et donc, c'est vrai que c'est amusant parce que le bouche à oreille fonctionne. Et donc, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me dit: «Ah, bah, j'ai appris par telle ou telle personne que tu t'es formée en naturo. Voilà, moi j'ai tel problème, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, enfin voilà, donc c'est amusant parce qu'après, effectivement, oui, les gens viennent me voir et me disent, ben voilà, je fais ça, mais est-ce que tu crois? Ou alors, j'ai vu un naturopathe, il m'a dit ça, mais est-ce que tu crois que c'est pertinent? Enfin voilà, donc c'est chouette parce que j'aime bien. Je pense qu'on fait tout ça avant tout pour aider et rendre service aux gens et que ce soit le médecin ou le naturopathe. Et c'est vrai que moi, ça me dérange pas de donner des conseils comme ça. On est hors cadre d'une consultation officielle, mais c'est aussi bien de faire du bien aux autres, de rendre service, de répondre aux questions. C'est pour ça qu'on fait nos métiers en fait. Oui, il doit y avoir des petites anecdotes rigolotes quand même. Oui, ça c'est secret médical, je peux Oui. pas. Mais il doit y avoir parfois des petites situations rigolotes, justement des gens qui osent pas, mais tout d'un coup, oh, ils osent ou des choses comme ça, Oui, c'est voilà, c'est ça, ou des gens qui, parce que moi, dans ma formation, en plus en médecine, et puis surtout en anesthésie-réanimation, on travaille beaucoup avec les études scientifiques. Donc, c'est vrai qu'en plus, on est formé à faire des recherches sur les moteurs de recherche d'études scientifiques, donc les critères de qualité, etc. On en a beaucoup parlé là avec les histoires de coronavirus, hein, puisqu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties de un peu piètre qualité. Donc, c'est quelque chose à laquelle on est censé être formé. Et donc, c'est vrai que c'est amusant parce que quand je montrais des études, par exemple, de phytothérapie avec des principes actifs de plantes qui ont été testés en laboratoire, etc. Bon, ben c'est vrai que c'est rigolo parce que j'ai des collègues qui avaient un peu cette image de la phyto où c'est un peu, pas de la magie, mais bon, pas loin. Enfin, ça avait un côté un peu abstrait pour eux. Finalement, c'est la tisane du soir, hein. On trempe le oui. sachet dans la tasse et puis c'est juste pour s'hydrater un petit peu. Et donc, c'est vrai que ça, c'est assez rigolo des fois de voir mais non, il y a bien des études scientifiques qui ont été faites, qui sont des études de bonne qualité. Oui, il y a des principes actifs dans les plantes. Et puis voilà, donc ça, c'est assez drôle. Ça, c'est vrai qu'intérieurement, ça me fait quand même sourire. Ça, je veux bien C'est une croire. petite victoire. Oui. Voilà, c'est une petite victoire. Ça, je veux bien croire. Du coup, la suite pour Laure, c'est quoi la suite pour Laure? C'est devenir médecin réanimateur anesthésiste, ça on a compris. Voilà, là, il me reste, bah oui, je finis normalement, si tout se passe bien, fin avril de l'année prochaine, là. Donc, c'est Mhm. pour ça qu'il ne me reste pas tout à fait un an. Donc, oui, moi, je serai anesthésiste réanimateur. Hein. Donc, l'idée, c'est de garder une activité à l'hôpital en tant qu'anesthésiste réanimateur, ça, c'est certain. Et après, la suite, c'est beaucoup de projets. Je travaille pour plusieurs magazines, j'ai des projets de livres derrière aussi, que là, pareil, j'avais mis un peu en stand-by avec la thèse, le mémoire, etc. Mais donc d'avancer là-dessus. Le projet aussi en fonction du planning de pouvoir intégrer ma pratique des plages horaires de consultation peut-être plus naturaux, fleurs de bac, etc. Donc garder des plages horaires dans la semaine pour développer cet aspect-là aussi. Voilà. Le projet ultime, ce serait à terme de trouver un établissement dans lequel je puisse intégrer à la fois l'activité d'anesthésie réanimation et puis toute l'activité en naturo, en phyto, etc. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas certaine qu'en France, pour l'instant, ça existe vraiment. Donc, ça veut dire qu'il faudrait se tourner un peu vers l'étranger, des pays qui sont un peu plus ouverts, comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc, voilà, pourquoi pas à terme, mais aussi, pourquoi pas essayer d'amener ces projets Mm. dans les milieux hospitaliers, les cliniques en France et essayer de développer un petit peu dans tout ce qui pourrait être le soin autour de la chirurgie, hein, autour de l'anesthésie, avec la phyto, l'aroma, les fleurs de bac, pour vraiment proposer une prise en charge globale aux patients avant sa chirurgie, en périopératoire et puis en post-opératoire derrière, travailler sur la convalescence, la nutrition, la récupération, etc. Il y a une montagne de choses à faire et c'est des choses que j'adorerais développer. Donc oui, il y a beaucoup de projets, il va falloir beaucoup d'énergie, mais bon, j'en manque pas, donc
J'espère que ça aboutira. Ça, c'est un très, très beau projet, en tout cas, hein. Enfin, je souhaite pour Ouais, vous que ça réussisse parce que je pense qu'il y a réellement des avancées à faire. Et oui, vraiment, si ça pouvait arriver. oui, Et pour vrai, et pour les patients, parce que je pense que, comme vous le oui, dites, les patients sont de plus en plus demandeurs, hein. Et en plus, on a de plus en plus d'informations. Donc, au bout d'un tout à moment, fait. les hôpitaux, les cliniques vont être obligés, d'un moment, d'avoir des médecins Oui. comme vous, quoi. Et c'est ça, de s'y mettre, et puis ce serait vraiment chouette de pouvoir, parce que je trouve que quelque part, ça fait presque un peu râler quand vous proposez, par exemple, une chirurgie d'anesthésie à un patient, et puis qu'on occulte complètement la nutrition, la récupération post-opératoire, enfin tout ça, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire qui seraient en plus bénéfiques rien que pour l'acte chirurgical lui-même, par Mm. exemple, hein. Donc, ce serait vraiment des choses à développer. Mais comme vous le dites, c'est vraiment une demande, je pense, de plus en plus de patients. Et par la force des choses, les médecins vont être obligés un peu de s'adapter et les établissements de santé vont être obligés d'intégrer un peu tout ça dans enfin, le proposer aux patients parce que les patients le demandent, en fait. Mm. 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 Laure, donc si on veut vous suivre, en attendant Oui, la réouverture du cabinet ou des consultations, c'est possible ouais. du coup. C'est possible. Pour l'instant, j'ai pas de site internet, mais vous pouvez me suivre sur Instagram, hein. Donc c'est tout bête, c'est Laure Martina, ça c'est facile. Et c'est surtout sur Instagram, je poste un peu des infos, des photos, mais j'ai essayé aussi de faire un peu, vous verrez pour ceux qui veulent, sur le coronavirus, j'ai beaucoup parlé des huiles essentielles. Il y a comme des petites vignettes, des petits post-it avec des infos principales. Donc oui, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur l'actualité. Il y a un groupe Facebook sur le Collège des médecines douces du Québec. C'est l'école avec laquelle je me suis formée et pour laquelle je suis enseignante tutrice, donc en naturopathie et en nutrition. Donc voilà, vous pouvez pour ceux qui veulent, ils peuvent me suivre de ce côté-là. Et puis après, ben, vous me verrez assez régulièrement dans les magazines un peu phyto, plantes et santé, plantissime. Voilà, j'interviens régulièrement dans ces magazines-là pour parler un peu de nutrition, de phyto, d'aromas, de fleurs de bac. Voilà, voilà. C'est super. J'espère qu'il y en aura plein d'autres comme vous. Mais j'espère aussi que je me sentirai pas seule sur le bateau et que j'aurai des collègues pour m'épauler au quotidien parce que ce sera quand même nécessaire. Oui, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Laure. Euh, Merci à vous. si vous voudriez enfin, si vous vouliez conclure, là, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens? Ben, alors, je voudrais leur dire que vraiment, il faut pas laisser de côté tous les petites choses qui arrivent autour d'une maladie, autour d'une chirurgie, qu'il y a plein de choses à faire pour l'accompagnement, que ce soit en phyto, en aroma, en nutrition, avec les fleurs de bac, et que je pense que pour mieux vivre une maladie, mieux vivre une chirurgie, il y a énormément de choses à faire et qu'il faut pas hésiter à inclure dans sa prise en charge, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas l'une ou l'autre, c'est tout le monde ensemble et à inclure la nutrition, la phyto, l'aroma pour vraiment se faire un petit package qui va permettre de s'inscrire dans une vraie prise en charge globale et de vraiment mieux vivre tout ce qui nous arrive au quotidien et ce sera bénéfique sur le long terme. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Super. Donc, on va suivre tous Voilà. ces conseils. C'est génial. Ben, merci beaucoup, Laure. Merci à vous et puis Peut-être bah, à à très bientôt. bientôt. Voilà, Oui, avec merci. grand plaisir. Au revoir. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.